La Terre possède un seul océan mondial connecté, qui couvre environ 71% de sa surface. Comme tout est lié, on pourrait croire qu'il est à la même hauteur partout, non? Eh bien non! Au canal de Panama, le Pacifique est plus haut que l'Atlantique. Et ce n'est pas tout! Dans l'océan Indien, il existe une immense zone de faible gravité, où le niveau de la mer se trouve à plusieurs dizaines de pieds sous la moyenne mondiale. Commençons par le Pacifique. L'écart de hauteur moyen avec l'Atlantique n'est que d'environ 8 pouces, mais c'est une différence stable, mesurée avec précision sur le long terme. On ne parle ni de vagues, ni de marée haute. D'abord, l'eau chaude se dilate. Or, le Pacifique est généralement plus chaud que l'Atlantique, donc son eau prend un peu plus de place. La salinité compte aussi. Dans de nombreuses zones, le Pacifique est moins salé. Une eau moins salée est moins dense, et une eau moins dense se tient un peu plus haut. Les courants et les vents jouent aussi. De puissants alizés, ces vents qui soufflent d'est en ouest, juste au nord et au sud de l'équateur, poussent d'énormes masses d'eau vers l'ouest à travers le Pacifique. Cette eau s'accumule contre les bords des continents. Mais le facteur le plus important et le plus surprenant, c'est que la gravité n'est pas la même partout sur Terre. Les continents, les îles et même les chaînes de montagnes sous-marines attirent la surface de l'océan. Autrement dit, l'océan suit le champ de gravité irrégulier de la Terre, pas une forme géométrique parfaite. Résultat, le niveau marin mondial peut varier de jusqu'à 3 mètres d'une région à l'autre. Imagine la difficulté de construire un canal entre ces deux océans. Les ingénieurs ont dû tenir compte de l'écart de niveau entre Pacifique et Atlantique pour bâtir le canal de Panama. Étonnamment, ce n'était pas l'obstacle principal. Il y en avait de bien pire, et on y revient tout de suite. Un jour, on a regardé Panama en se disant « Au fond, quoi de plus simple que de relier deux océans par un canal ?» Réponse : extrêmement compliqué. Le terrain panaméen est abrupt, boueux, pluvieux et instable. Ce n'était pas creuser dans un bac à sable, mais ouvrir une tranchée dans une montagne humide qui s'effondrait sans cesse. Les ingénieurs voulaient un canal au niveau de la mer, tout droit, pour que les navires passent sans écluse ni élévation. Mais Panama refusait de jouer le jeu. Chaque fois que les ouvriers entamaient un versant, la terre retombait aussitôt. Pendant la saison des pluies, les rivières inondaient tout et ensevelissaient le matériel. Puis les travailleurs tombaient malades en permanence. À l'époque, on comprenait encore mal que les moustiques transmettaient des maladies. Alors les épidémies décimaient les équipes. Des milliers de personnes ont perdu la vie. À la fin, le projet s'est effondré, au sens financier comme au sens physique. Des années plus tard, les États-Unis ont réessayé, mais cette fois en tenant compte de la nature. Au lieu de creuser tout droit au niveau de la mer, ils ont construit un immense système d'ascenseurs à eau. Voilà comment ça marche. Les navires entrent dans d'énormes bassins, puis les portes se ferment. Ensuite, l'eau monte et les soulève d'environ 85 pieds, soit à la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Là-haut se trouve un immense lac artificiel. Les navires le traversent, puis redescendent de l'autre côté. En gros, on fait passer des bateaux par-dessus une colline à l'aide de baignoires géantes de la taille d'un gratte-ciel. Bon, revenons à la gravité terrestre. Oubliez l'idée d'une planète parfaitement ronde. Imaginez plutôt une pomme de terre cabossée en train de tourner. Le milieu bombe un peu à cause de la rotation. Et la croûte n'est pas uniforme non plus. La densité change sans cesse sous la surface. Certaines zones sont lourdes et denses, d'autres plus légères et plus flottantes. C'est ce qui dessine la gravité terrestre. C'est là qu'entre en scène le géoïde. C'est la forme qu'aurait l'océan s'il n'était modelé que par la gravité et la rotation de la Terre, sans vagues, sans vent et sans marée. Autrement dit, s'il flottait librement autour de cette pomme de terre bosselée. Au-dessus des zones denses, la gravité tire plus fort, donc l'eau s'y accumule. Au-dessus des zones plus légères, la gravité faiblit et l'eau s'affaisse. Par exemple, il existe un endroit étrange dans l'océan Indien où la gravité est réellement plus faible que la normale. Résultat, le niveau de la mer y est plus de 328 pieds plus bas que dans l'océan autour. C'est comme si l'eau s'enfonçait de la hauteur d'un immeuble de 30 étages. Cela forme une immense dépression circulaire couvrant environ 1,2 million de miles carrés. Son nom officiel est le géoïde bas de l'océan Indien.
Les scientifiques l'ont repéré dès 1948, lors de mesures faites depuis un navire. Et ce phénomène les intrigue depuis. Pourquoi la gravité serait-elle plus faible à cet endroit? Enfin, des chercheurs pensent avoir trouvé la réponse. Très profondément sous cette zone, d'immenses panaches de magma chaud pourraient remonter du manteau, comme de lentes masses de lave poussant depuis les profondeurs. Ces remontées peuvent déplacer la masse à l'intérieur de la planète. Et quand la masse bouge, la gravité bouge aussi. Moins de masse en dessous signifie une attraction légèrement plus faible, et l'eau de l'océan s'abaisse dans cette zone. Pour tester cette idée, les chercheurs ont lancé d'énormes simulations informatiques. En gros, ils ont rembobiné l'histoire de la Terre sur 140 millions d'années pour voir comment la région avait évolué. Et leur modèle pointe vers la disparition d'un ancien océan. Apparemment, les plaques tectoniques ont bougé et des morceaux de croûte ont plongé profondément dans le manteau à cet endroit. Ils auraient perturbé la matière située en dessous et déclenché ces panaches de magma. Donc ce trou gravitationnel n'est pas un trou dans l'eau. C'est une bosse dans le champ de gravité terrestre, causée par d'immenses mouvements internes commencés il y a des millions d'années. Cette dépression est si extrême qu'elle influence les courants, le niveau de la mer et même la trajectoire des satellites. Voilà à quel point les processus du manteau restent puissants, des millions d'années après ce chaos tectonique. La grande question est la suivante. Ce géoïde bas de l'océan Indien finira-t-il par disparaître ou va-t-il durer? Les scientifiques n'en sont pas sûrs à 100%. Tout dépend de la façon dont les masses se déplacent à l'intérieur de la Terre au fil du temps. Le manteau de notre planète n'est pas solide. Il bouge en permanence, montant en panache et descendant en plaques. Ces mouvements lents et profonds peuvent soit maintenir cette faible gravité pendant des millions d'années, soit finir par l'effacer. Imaginez une immense lampe à lave au ralenti sous l'océan. À l'échelle de centaines de millions d'années, cette masse pourrait assez bouger pour effacer le creux, ou pas. Quoi qu'il en soit, cette étude ouvre des pistes solides et donne envie d'aller plus loin. Les anciens travaux modélisaient seulement les plaques froides qui s'enfoncent dans le manteau. Désormais, les simulations incluent aussi les panaches de magma chaud qui remontent. Ils ont sans doute joué un rôle clé dans la formation de cette anomalie, mais il manque encore des éléments. Par exemple, le point chaud de la Réunion, un immense panache mantélique qui a explosé il y a 65 millions d'années et formé les trappes du Décan en Inde. Cette éruption a recouvert de lave une grande partie de l'Inde. C'était l'un des plus grands épisodes volcaniques de l'histoire de la Terre. Sans ce panache, dans la simulation, certaines prévisions du géoïde peuvent être fausses. Il existe aussi des écarts entre le modèle et la réalité. La forme prédite de la surface terrestre ne correspond pas parfaitement aux mesures, surtout dans le Pacifique, en Afrique et en Eurasie. Les chercheurs parlent d'une corrélation d'environ 80%. C'est solide, mais pas parfait. La simulation ne peut pas encore saisir tous les détails. Comme le résume l'auteur principal, nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait la Terre il y a des millions d'années. Les plaques bougeaient, les océans se déplaçaient et les continents entraient en collision. Il reste donc bien des inconnus. Les modèles ne donnent qu'une idée approximative du passé. Malgré ces petites erreurs, l'idée essentielle reste la même. Le géoïde bas de l'océan Indien est immense et il a été façonné par de profonds panaches du manteau et d'anciens événements tectoniques. Il pourrait évoluer dans des centaines de millions d'années ou rester tel quel. Et surtout, il nous rappelle que la Terre n'est pas cette sphère parfaitement lisse qu'on aime imaginer. La cité perdue de l'Atlantide a peut-être enfin été retrouvée. 2 chercheurs travaillaient au large des côtes de Cuba lorsqu'ils ont découvert les ruines de ce qui ressemblait à une ancienne ville submergée. Cela s'est passé il y a environ 20 ans, et pourtant, personne n'en parle plus aujourd'hui. C'est comme si les autorités avaient pris cette information, l'avaient enfermée dans un sous-sol top secret, et avaient décidé que personne n'en saurait jamais davantage. Mais pourquoi? Eh bien, je vais vous le raconter. En 2001, Paulina Zelitsky, une ingénieure maritime, et son mari, Paul Weinzweig, ont été engagés pour explorer les eaux situées au large de la côte occidentale de Cuba. Ils avaient 2 objectifs principaux. Rechercher de vieilles épaves de navires pouvant éventuellement dissimuler des trésors comme de l'or et des bijoux, et localiser des gisements précieux de pétrole et de gaz naturel sous les profondeurs de la mer. Ils utilisaient un sonar,
En gros, il s'agit d'un radar qui fonctionne avec le son. Il envoie des ondes sonores sous l'eau, et lorsque ces ondes touchent quelque chose, comme un navire coulé, elles rebondissent. Ce dispositif peut déterminer où se trouve l'objet et à quelle distance, simplement en se basant sur l'écho. Ainsi, le couple explorait le fond marin avec cet instrument, à plus de 650 mètres sous la surface. Et puis, soudainement, ils sont tombés sur quelque chose de bien plus intéressant que de l'or ou du pétrole. Ils ont trouvé des pierres. Pas n'importe quelle pierre. Je parle de pierres énormes, parfaitement arrangées, un peu comme une version miniature de la pyramide de Chichen Itza, ou encore mieux, comme un ensemble de petites pyramides mayas submergées. Voilà ce qu'ils ont vu, ou du moins ce qu'ils pensent avoir vu. Le truc, c'est qu'un sonar ne fonctionne pas comme une caméra. Il n'enregistre pas de vidéo, ni ne prend de vraies photos sous l'eau. Ce qu'il fait, c'est créer des images à partir du son. Et ces images ne sont généralement que des contours ou des formes. Un peu comme une esquisse floue et en noir et blanc. Il vous montre où se trouvent les objets, mais pas exactement à quoi ils ressemblent. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce couple. L'instrument s'est mis à produire des images de structures en pierre parfaitement ordonnées, et ça ressemblait vraiment à une espèce de construction urbaine. Je veux dire, le site était trop bien ordonné, trop symétrique pour n'être que des rochers réunis au hasard. Mais c'était trop beau pour être vrai. Cette découverte pourrait radicalement tout changer de ce que nous savons sur les civilisations anciennes du continent américain. Du coup, les scientifiques se sont dit qu'ils ne seraient pas responsables d'annoncer quoi que ce soit sans trouver d'abord plus de preuves. Et c'est pourquoi ils ont décidé de retourner sur les lieux de la découverte. Cette fois, ils ont envoyé un véhicule sous-marin télécommandé pour réellement voir ce qui se trouvait sous la mer. Vous voyez ? Ce robot était essentiellement un caméraman sous-marin. Et le robot a confirmé la découverte. Il y avait bien quelque chose d'étrange là-dessous. Le site ressemblait à une ancienne cité faite d'énormes blocs de granit lisse. Ces pierres mesuraient environ 2,5 mètres sur 3. Certaines étaient pyramidales, d'autres rondes. Certaines semblaient avoir été taillées puis empilées les unes sur les autres, tandis que d'autres paraissaient isolées. Ensemble, elles semblaient former des couloirs et des contours de pièces. C'était comme de découvrir de grands bâtiments au milieu d'un désert sous-marin. Ces images furent suffisantes pour que Zelitsky scelle l'accord. À l'époque, elle a confirmé que cette structure incroyable, selon ses propres mots, pourrait avoir été un grand centre urbain. Encore une fois, ce sont ses mots. Puis le couple a commencé à spéculer. Ils ont dit que ces structures avaient probablement été construites il y a plus de 6000 ans, ce qui les rendait plus anciennes que les grandes pyramides d'Égypte. C'est même plus ancien que les Mayas eux-mêmes. Vous savez, la civilisation qui vivait autrefois sur le continent américain et qui est célèbre pour ses temples sophistiqués. Les recherches ont suggéré que ces structures pouvaient appartenir à une civilisation qui avait vécu là il y a des milliers d'années et dont nous n'avions jamais entendu parler. Cette civilisation supposée avait prospéré sur un pont terrestre de 160 km reliant Cuba à la péninsule du Yucatan au Mexique. Mais un jour, quelque chose de catastrophique s'était produit. Selon leur théorie, les failles terrestres s'étaient déplacées sous la surface, provoquant un tremblement de terre immense. Puis, en un clin d'œil, l'ensemble du pont avait été détruit. La terre avait été engloutie par la mer et s'était retrouvée au fond de l'océan. Et cette civilisation avait disparu. Bien sûr, le lien a vite été fait avec le célèbre mythe de l'Atlantide, et tout ça a complètement captivé les médias. Les sites d'actualité ont à l'époque publié des titres tels que « La cité perdue des Caraïbes enfin découverte » et « L'Atlantide retrouvée à Cuba ». Alors, pouvait-il réellement s'agir de l'Atlantide ? Je veux dire, avait-il trouvé les vestiges de cette civilisation supposément super avancée et disparue ? Difficile à dire. Dès le début, une partie de la communauté scientifique n'a pas adhéré à cette histoire. Tout d'abord, il y a la question de la date. Affirmer que cette civilisation existait à cet endroit il y a au moins 6000 ans n'était tout simplement pas très crédible. Ensuite, des archéologues européens ont soutenu que les pierres qu'ils avaient trouvées, en utilisant leur sonar, pouvaient être du calcaire naturel, et non du granit parfaitement sculpté. Et troisièmement, c'était trop profond. Même avec cette théorie des failles terrestres qui s'ouvrent et engloutissent tout, il est difficile d'expliquer comment une ville entière a pu se retrouver enfouie si profondément dans l'océan. Prenez par exemple Héracléon, en Égypte, une véritable ville portuaire antique submergée. Aujourd'hui, elle se trouve à seulement 6 mètres sous l'eau. Mais cette prétendue Atlantide est située à des profondeurs comprises entre 610 et 750 mètres. Vous voyez à quel point c'est différent, n'est-ce pas ? Les scientifiques pensent qu'il aurait fallu environ 50 000 ans pour que de telles structures en pierre s'enfoncent jusqu'à une telle profondeur. Et, selon les experts, aucune civilisation connue datant de cette époque n'avait la capacité de construire de telles structures.
Mais pour Zelitsky, oui, c'était possible. Elle croyait toujours à la théorie des failles pour expliquer comment ce site s'était retrouvé au fond de l'océan si rapidement. Les grands mouvements de plaques tectoniques de la Terre sont généralement suivis par des phénomènes tels que des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Donc, selon elle, un événement puissant était survenu, et l'affaissement de l'île se serait produit très rapidement. Cette théorie du tremblement de terre pourrait également expliquer pourquoi certains des mégalithes présents au fond de la mer semblent ordonnés, tandis que d'autres ne le sont pas. Mais pour réellement prouver tout ça, ils avaient besoin d'un robot spécialement conçu pour descendre une nouvelle fois et prélever des échantillons de roches et de sédiments. De cette manière, ils seraient en mesure de déterminer l'âge des pierres, et peut-être même de trouver des signes de vie humaine, tels que des gravures, des sculptures et des artefacts. Le problème est que percer ces structures n'est pas facile. Elles ressemblent à du granit, et forer du granit aussi profondément sous l'eau est extrêmement difficile. Mais surtout, ils avaient besoin d'argent pour le faire. De beaucoup d'argent. Peut-être n'ont-ils tout simplement jamais obtenu le financement nécessaire. Parce que même avec tout ce battage médiatique initial, on n'a jamais plus entendu parler d'exploration ou d'études sur le sujet. Et cet étrange silence a suscité beaucoup de spéculations. Certains se sont même demandé si l'histoire n'avait pas été intentionnellement étouffée, comme si les autorités avaient voulu enterrer cette découverte, comme si cette cité sous-marine avait été construite par une sorte d'être supérieur extraterrestre, et qu'on avait voulu nous le cacher. Mais à vrai dire, le meilleur argument selon lequel il s'agissait bien là d'une ville perdue, c'est que la nature n'aurait certainement pas pu construire quelque chose d'aussi symétrique. Les géologues ont essayé de trouver des explications naturelles, ou du moins des exemples similaires dans d'autres parties du monde, mais ils n'ont pas réussi. Toutefois, le simple fait que nous n'ayons pas trouvé d'explication ne signifie pas que l'hypothèse naturelle soit impossible. La nature peut créer des choses assez surprenantes et inattendues. Alors honnêtement, les arguments du type « c'est trop parfait pour être naturel » sont plutôt faibles. Ce qui s'est probablement passé, c'est que les experts n'étaient tout simplement pas convaincus qu'il s'agissait réellement d'une ville engloutie. Et c'est probablement la raison pour laquelle personne n'a accepté de financer la suite des recherches. Au fil du temps, l'engouement s'est estompé, l'histoire a disparu, et le site est retombé dans le silence. Et sans données supplémentaires, la véritable nature de ces formations sous-marines au large des côtes cubaines est restée un mystère. Tenez-vous prêts, car l'un des volcans les plus actifs du Pacifique pourrait entrer en éruption d'un moment à l'autre. Les chercheurs qui scrutent le mont sous-marin Axial, un immense réservoir de lave, non loin des côtes de l'Oregon, estiment qu'il pourrait se manifester à tout instant, d'aujourd'hui jusqu'au début de 2026. Bien que totalement immergé, ne vous laissez pas abuser par le couvert de l'océan. Ce colosse atteint presque 3 fois la hauteur de l'Empire State Building. À mesure qu'il se dilate, tel un soufflet prêt à déborder dans une cuisine étoilée, les scientifiques frémissent d'anticipation, au point de préparer une retransmission en direct de l'éruption. Oui, vous avez bien entendu. Voici ce qu'il faut savoir. Si ce volcan est sur le point de se manifester, c'est parce qu'il gonfle à une vitesse préoccupante. Ces derniers mois, les scientifiques ont observé un soulèvement du plancher océanique, comme si Axial imitait maladroitement un matelas à eau rempli de roches en fusion. Ce phénomène, qu'ils nomment inflation, n'a rien à voir avec les excès d'un repas de fête. En langage volcanologique, cela signifie que du magma s'accumule sous la croûte, provoquant un renflement inquiétant du fond marin, analogue à un soufflet sur le point de s'affaisser. Une éruption volcanique sous-marine ne vous paraît peut-être pas si spectaculaire. Pourtant, c'est dans les abysses que la majorité de l'activité volcanique terrestre se produit. Croyez-le ou non, plus d'1 million de volcans sommeillent actuellement sous la surface des océans, déversant silencieusement leur lave. Le plancher océanique constitue le plus vaste foyer volcanique de notre planète. Ce qui confère au mont Axial un attrait si particulier, c'est la rigueur avec laquelle il est surveillé, sans équivalent parmi les volcans sous-marins. Il s'apparente à la vedette d'un programme de télé-réalité géologique, observé par un réseau sophistiqué d'instruments disposés sur le fond marin, transmettant en temps réel des données sur les flux magmatiques, les secousses telluriques et les déformations de la croûte terrestre. Le mont Axial héberge en effet le tout premier observatoire volcanique sous-marin jamais établi. Depuis les années 90, les scientifiques y ont installé des capteurs qui transmettent en continu des informations précises en provenance directe des profondeurs. Nulle part ailleurs une telle surveillance n'a été mise en œuvre, faisant de ce volcan un phénomène de la géologie contemporaine dont les comportements sont observés avec une précision hors du commun. Axial, en plus d'être actif, est d'une prévisibilité presque comique. Ces éruptions suivent un rythme d'environ 10 ans, 1998, 2011, 2015,
Et, fidèlement à ce cycle, il semble se préparer pour la suivante. À la mi-2024, son gonflement égalait presque celui observé avant sa dernière éruption, ce qui signifie que le compte à rebours est lancé. Les chercheurs, certains de ce calendrier, ont même mis en place un calendrier de lavande volcanique, en attendant qu'Axial entre de nouveau en scène. Mais attention, le mont sous-marin Axial n'a rien d'un volcan sous-marin banal. Il affiche une allure singulière, une personnalité marquée, et une géologie qui défie les conventions. Là où la plupart des monts sous-marins présentent des silhouettes coniques ou légèrement bombées, celui-ci arbore une caldeira étonnamment rectangulaire, un cratère de 3200 sur 8000 mètres, comme s'il avait été tracé à la règle par un géologue désireux d'en finir avec les courbes. Tandis que ses homologues misent sur des contours arrondis, Axial revendique une esthétique plus avant-gardiste. La caldeira d'Axial est également constellée de fentes, d'évents, de canaux de lave et d'étranges structures en dôme s'élevant à plusieurs centaines de mètres. Le tout compose une sorte de couronne géométrique et fantasque, bien loin du couvre-chef sphérique habituellement associé au volcan. Par ailleurs, l'emplacement du mont Axial représente un véritable carrefour d'intensité géologique. Il est implanté exactement là où deux puissantes dynamiques terrestres se rencontrent. D'une part, il repose sur la ride Juan de Fuca, une chaîne sous-marine née de la séparation progressive de deux plaques tectoniques, à la manière d'une fermeture éclair qui s'ouvre lentement. D'autre part, il surplombe le point chaud de Cobb, une remontée de magma en provenance du manteau profond, qui agit comme une machine à espresso souterraine, injectant de la roche en fusion dans la croûte et alimentant toute une succession de volcans. Pour dire les choses simplement, c'est comme si deux plaques tectoniques, partenaires de danse maladroits, glissaient l'une loin de l'autre pendant que le point chaud de Cobb, tel un DJ souterrain, montait le son en propulsant le magma. Cette double influence génère un réseau de conduits complexes au sein du volcan, où les chambres magmatiques se remplissent, se vident et se déplacent selon des schémas encore mal compris. La rivalité entre l'écartement des plaques et l'afflux de magma confère à Axial une signature géologique unique et explique pourquoi il ne cesse de nous surprendre. Ainsi donc, le sommet d'Axial ne se résume pas à un simple cratère. C'est en réalité en son cœur que le spectacle devient plus étrange encore et, disons-le, nettement plus brûlant. Le volcan abrite des cheminées hydrothermales appelées fumeurs noirs, qui projettent de l'eau à des températures dépassant les 370 degrés Celsius. Il ne s'agit pas d'un simple jacuzzi sous-marin. Ces évents façonnent l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, où des organismes déroutants prospèrent dans une obscurité totale et une chaleur suffocante. Dans ces panaches saturés de minéraux vivent de gigantesques vers tubicoles, des crabes, des colonies bactériennes et même des pieuvres. Ces écosystèmes sont totalement indépendants du soleil et de la photosynthèse. On y découvre un monde semblable à un paysage extraterrestre, dissimulé sous les vagues et alimenté par le souffle ardent du volcan. Ces communautés abyssales présentent un intérêt scientifique majeur. Non seulement en raison de leur étrangeté, mais surtout parce qu'elles pourraient ressembler aux tout premiers écosystèmes apparus sur Terre. Certains chercheurs supposent que la vie elle-même aurait émergé dans des environnements hydrothermaux semblables. Il y a plusieurs milliards d'années. Les étudiés pourraient également orienter la recherche de formes de vie sur des lunes glacées comme Europe ou Encelade, où des structures analogues pourraient exister sous la glace. Lorsqu'Axial entre en éruption, se produit un véritable redémarrage naturel. La lave éradique tout sur son passage. Pourtant, quelques mois suffisent pour que la vie reprenne ses droits, démontrant que même dans les environnements les plus hostiles, la demande en immobilier ne faiblit pas. Quant à ceux qui redouteraient tant des tsunamis ou des désastres côtiers, qu'ils se rassurent, les éruptions d'Axial ressemblent davantage à une cuisson lente qu'à une explosion. La pression colossale exercée par l'eau tempère toute violence, brûlante, certes, mais contenue. Le pire qui puisse arriver, c'est que de la lave vienne tapisser le fond marin, et que quelques crabes doivent déménager. Aucun nuage de cendres, aucune détonation spectaculaire ne menace la surface. La lave s'épanche tranquillement et peut parcourir plusieurs kilomètres sous la mer. Pour les scientifiques, cette éruption représente une opportunité précieuse. Comprendre les cycles d'Axial pourrait permettre de prédire d'autres éruptions, même sur Terre. De plus, ces écosystèmes étranges donnent des indices sur la survie possible de la vie ailleurs dans l'univers. Pas mal pour un volcan qui semble surtout reposer là, avec sa forme rectangulaire. Pourtant, l'activité du volcan ne passe pas inaperçue. Elle se traduit par des milliers de minuscules séismes chaque jour. Oui, des milliers. Comme si la montagne elle-même gémissait et craquait, prête à éclater. Nous ne sentirons rien, bien sûr,
Mais ces secousses aident les chercheurs à suivre les mouvements du magma et à comprendre le cycle éruptif. L'un des éléments les plus fascinants de ce récit, c'est que les scientifiques se préparent à retransmettre en direct la prochaine éruption d'Axial. Imaginez observer en temps réel un volcan sous-marin déversant de la lave fraîche sur le plancher océanique. C'est une place au premier rang pour un feu d'artifice naturel, à près d'un quart de lieue sous les mers. Cette retransmission sera rendue possible grâce à l'initiative des observatoires océaniques, qui gèrent un réseau de câbles à fibres optiques reliant directement les capteurs du mont Axial à la terre ferme. Une sorte de connexion Wi-Fi des grands fonds, prête à diffuser de la roche en fusion en haute définition. Autre fait intrigant, les scientifiques ont remarqué un curieux motif dans les éruptions d'Axial. Les trois plus récentes, en 1988, 2011 et 2015, se sont toutes produites entre janvier et avril, lorsque la Terre commence à s'éloigner du Soleil. Pourquoi cette coïncidence? Il pourrait s'agir de l'influence gravitationnelle de la Lune. En effet, son orbite provoque les marées océaniques qui font varier la pression exercée sur le fond marin, ce qui pourrait pousser la chambre magmatique jusqu'à son point de rupture. Ainsi, la Lune ne serait pas qu'une lumière romantique dans le ciel nocturne, mais aussi la plus subtile des entremetteuses volcaniques. Une certitude demeure. Lorsque l'Axial entrera en éruption, ce sera l'éruption sous-marine la mieux documentée jamais observée. Restez donc attentifs, car ce spectacle naturel vaudra vraiment la peine d'être suivi. Et qui sait, avec un peu de chance, nous aurons même droit à un ASMR d'éruption abyssale. Maintenant, si vous me permettez, je vais rafraîchir le flux en direct comme un fan attendant fébrilement la vente des billets de Taylor Swift. Les êtres humains investissent beaucoup de temps et d'argent dans l'exploration de l'inconnu. D'abord l'espace, puis les fonds marins. Mais il nous reste une autre frontière à conquérir. Les scientifiques l'appellent la frontière profonde. Je veux parler de l'endroit le plus profond que nous ayons atteint en chemin vers le noyau terrestre. Dans les années 60, nous avons tenté de creuser le trou le plus profond jamais réalisé sur Terre. Cela nous a menés loin dans le cercle arctique. Ce qui porte aujourd'hui le nom de forage profond de Kola est également le point artificiel le plus bas de la planète, à 12 262 mètres de profondeur. Il a fallu 20 ans pour creuser aussi profondément dans la croûte terrestre, et les chercheurs estiment que nous n'avons atteint qu'environ un tiers de la distance qui nous sépare du manteau. Voici comment se présente notre planète. Si la Terre était comme un oignon, la croûte terrestre est comme la peau épaisse de cet oignon. Cette partie ne fait que 40 km d'épaisseur. Au-delà se trouve le manteau, profond de 2900 km. Et après ça, en plein centre de la Terre, nous avons le noyau, qui est composé de deux couches, une couche interne et une couche externe. Savez-vous où se trouve la croûte la plus fine de la planète? Au fond de l'océan. Lorsque les scientifiques américains ont compris cela, ils ont commencé à forer des trous dans le plancher océanique. C'est ainsi qu'est né le projet Moholy. Il a débuté en 1961, mais la technologie dont nous disposions à l'époque pour forer de profonds trous dans l'océan était très rudimentaire. Il a fallu improviser. Ils ont installé un système de propulseurs sur les côtés de leur navire de forage afin de le stabiliser au-dessus du trou. Le principal défi consistait à forer le plus verticalement possible. Sinon, ce trou profond aurait ressemblé à un labyrinthe. Le projet du forage profond de Kola et le projet Moholy ont tous deux été officiellement abandonnés dans les années qui ont suivi. Cependant, l'être humain a construit des ouvrages souterrains relativement profonds. En 1963, un homme turc qui faisait des rénovations dans son sous-sol a découvert un tunnel. L'entrée de ce tunnel menait à d'autres passages qui formaient tout un réseau de salles et de chambres. Il ne le savait pas, mais il venait de découvrir Derinkuyu. Cette ville disparue mesurait près de 18 étages ou 61 mètres de profondeur. Elle était suffisamment grande pour accueillir 20 000 personnes et se trouvait tout simplement sous la Cappadoce, en Turquie. La Cappadoce abrite des centaines d'habitations souterraines. 40 de ces villes souterraines ont au moins 2 étages. Cependant, aucune n'est aussi grande que Derinkuyu. Il n'existe pas beaucoup de récits historiques sur les origines de Derinkuyu. Certains pensent que la partie la plus ancienne du complexe a été creusée vers 2000 avant J.C. par les Hittites. Les Hittites étaient une civilisation indo-européenne. Ils furent l'une des premières grandes civilisations de l'âge du bronze en Asie occidentale. Les chercheurs pensent qu'ils ont construit cette ville souterraine pour se protéger des invasions. D'autres pensent que ce sont en fait les chrétiens qui ont construit cette ville au cours des premiers siècles de notre ère. Selon eux,
Elle aurait été construite pour protéger les habitants des variations de température extrêmes, chaleur intense en été et froid glacial en hiver. D'un point de vue géologique, le terrain sous la Cappadoce est idéal pour la construction. Les roches sont tendres, ce qui facilite le forage de tunnels. Pour cette même raison, les grandes cavités souterraines sont fragiles. C'est pourquoi la plupart des salles sont soutenues par des piliers. Heureusement, aucun des sols de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. Les bâtisseurs de Derinkuyu avaient tout prévu. La ville était isolée du monde par d'énormes rochers qui dissimulaient son entrée. Elle était ventilée par plus de 15 000 puits d'aération d'environ 10 cm de large. Cela garantissait une ventilation suffisante dans les niveaux supérieurs, qui finirent par être utilisés comme pièces à vivre et chambres à coucher. Les niveaux inférieurs de cet impressionnant labyrinthe servaient principalement à l'entreposage. Mais à vrai dire, rien ne manquait. Une salle pour un pressoir à vin, pour les animaux domestiques, de petits édifices religieux. Ils n'ont certainement pas ménagé leurs efforts pour rendre cette ville souterraine aussi complète qu'une ville construite à la surface. En parlant d'ouvrages souterrains impressionnants, la Suisse possède le plus long tunnel du monde. Il se trouve dans le massif du Saint-Gothard. Ce tunnel d'une taille impressionnante a été construit à plus de 2440 mètres sous la surface. Voici à quoi ressemble le tunnel du Saint-Gothard. L'idée de sa construction fut avancée dès 1947. Mais les travaux ne commencèrent officiellement qu'en 1999. Il a fallu des années pour approuver le projet, puis trouver l'emplacement idéal. Malgré cela, les 73 types de roches différents qui composent le massif ont fait de cette construction un véritable défi. Certaines roches étaient aussi dures que du granit, d'autres aussi tendres que du grès. Il a donc fallu adopter différentes approches et utiliser différents équipements pour que l'ensemble ne s'effondre pas. Au total, environ 28 millions de tonnes de roches ont dû être excavées pour permettre l'aménagement du tunnel. Un chantier à une telle profondeur souterraine a posé de nombreux défis. Plus les ouvriers s'enfoncèrent dans la montagne, plus la température augmentait. En l'absence de ventilation naturelle, la température pouvait grimper jusqu'à 46 degrés Celsius, rendant les conditions de travail très difficiles. Le tunnel s'étend sur 56 km d'un bout à l'autre. Pendant la construction, il a fallu utiliser 4 énormes tunneliers, également appelés taupes, pour percer le massif. Chacune de ces taupes mesurait environ 426 mètres de long. Mais c'était l'une des meilleures solutions, car ces machines limitent les perturbations du sol environnant et permettent d'obtenir des parois lisses. Saviez-vous que le sous-sol le plus profond du monde se trouve sous l'Opéra de Sydney, en Australie? Le bâtiment s'enfonce autant sous terre qu'il s'élève au-dessus du sol. Mais ce sous-sol ne sert pas uniquement de fondation à l'opéra. Il s'agit en fait d'un parking. Ce parking unique s'enfonce à 36 mètres sous terre, soit 12 étages de profondeur, alors que les parkings ne comptent généralement que 4 ou 5 étages. Mais ce n'est pas tout ce qui le rend unique. En effet, s'ils avaient décidé de construire un parking rectangulaire classique, ils auraient perdu une multitude de places de stationnement. Comme ils souhaitaient optimiser l'espace disponible, ils ont dû imaginer une structure exceptionnelle. Tout d'abord, ils ont creusé une caverne artificielle pour rendre ce rêve possible. Ensuite, ils ont dû concevoir un plan. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un sous-sol en forme de beignet, ou ce que les ingénieurs appellent une double hélice. Cette conception a surpris la communauté des ingénieurs par son approche innovante. Cependant, cela a fonctionné. Aujourd'hui, il y a de la place pour plus d'1 millier de voitures, ce qui semble tout à fait approprié pour un opéra. Étonnons-nous encore une fois. Il faut jusqu'à 1 heure pour atteindre certaines structures souterraines. Prenons l'exemple de la mine d'or de Mponeng, en Afrique du Sud, située à environ 4 km sous la surface. Vous vous dites, sans doute, il ne s'agit que de 4 petits kilomètres, pourquoi faut-il 1 heure pour y arriver? Mais les conditions y sont extrêmement difficiles. Pourtant, Milan Ludena, un coureur équatorien, a réussi à courir un semi-marathon dans ces conditions, malgré une température de 40 degrés Celsius, un taux d'humidité de 80% et une pression atmosphérique de 1,4. C'est la pression que l'on ressent à 5 mètres sous la mer. Incroyable.
Une découverte étrange dans le lac Huron nous informe qu'il pourrait possiblement contenir les vestiges d'une civilisation entière. Tiens, attendez. Est-ce que ce ne serait pas l'Atlantide? Pas exactement. Mais s'il y a vraiment eu jadis une civilisation sous-marine à cet endroit, elle devait être assez avancée. Il y a environ 10 000 ans, 2 petits fragments d'un outil de pierre se sont détachés et sont tombés par terre sans que personne ne s'en aperçoive. Ils sont restés enterrés là pendant des milliers d'années, jusqu'en 2013. Puis des scientifiques ont remonté un petit morceau de boue de la taille d'une brique de lait depuis le fond du lac Huron, à 30 mètres sous la surface. Dans la boue, ils ont trouvé ces 2 éclats faits d'obsidienne. Un verre volcanique noir et brillant qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Après des tests précis, ils ont réalisé que ces éclats provenaient du centre de l'Oregon, ce qui représente une assez longue distance, environ 4000 km. Ce site préhistorique des Grands Lacs a été découvert sur la crête Alpena-Amberley, une formation sous-marine qui reliait autrefois ce qui est aujourd'hui le Michigan et l'Ontario. À l'époque, c'étaient des terres sèches. Les premiers humains y construisirent des pièges pour animaux, le caribou par exemple. L'ère glaciaire s'éteignait et bientôt, les Grands Lacs commencèrent à se former. L'obsidienne était le matériau high-tech des temps anciens. Elle est extrêmement tranchante et parfaite pour fabriquer des outils. Si vous étudiez attentivement ces éclats, vous ne pourrez pas douter que les outils dont ils proviennent furent de fabriquer de main d'homme. La façon dont ils ont été taillés évoque un travail des plus minutieux. Ces anciennes populations ne fabriquaient donc pas seulement des outils élémentaires, ils avaient également accès à de l'obsidienne venue de contrées extrêmement lointaines. On pense en conséquence qu'il existait déjà à l'époque un immense réseau commercial. Depuis plus d'un siècle, des gens émettent l'hypothèse que des sociétés anciennes pourraient avoir existé sous les Grands Lacs, mais personne n'en a jamais eu la preuve. C'est pourquoi les travaux sur ce site archéologique submergé sont si importants. Une équipe de chercheurs tente depuis plus de 10 ans d'en apprendre davantage sur ces ruines vieilles de 10 000 ans et sur la civilisation qui les aurait laissées derrière elles. L'eau glacée du lac Huron a agi comme une capsule temporelle qui a permis de préserver des choses pendant des milliers d'années. Jusqu'à présent, les chercheurs ont trouvé non seulement des outils en pierre, mais aussi des arbres millénaires avec leurs racines encore intactes et des tourbières sous-marines où ont été préservées des graines et des feuilles. Un peu comme le Pompéi de l'âge de glace, une scène figée dans le temps. Ces découvertes aident également les scientifiques à concevoir de nouvelles méthodes d'archéologie sous-marine. Ils utilisent des sonars, des robots sous-marins et des plongeurs. Il est assez incroyable que les outils qu'ils ont découverts sur la crête Alpena-Amberley soient beaucoup plus petits que d'autres outils de la même époque trouvés à proximité. Cela pourrait indiquer qu'un groupe différent de personnes vivait ici et qu'ils avaient leur propre mode de vie. Même les tourbières qu'ils ont trouvées, qui datent d'environ 9500 ans, recèlent des secrets. Elles sont pleines d'aiguilles de pin, de graines et de feuilles qui pourraient nous informer sur l'environnement de l'époque. D'ordinaire, ce genre de choses se décompose rapidement, mais l'eau froide et douce les a préservées. L'équipe du Michigan collabore avec des scientifiques basés à Cambridge, en Angleterre, pour extraire l'ADN de ces restes. Si cela fonctionne, nous pourrions enfin savoir quel type d'animaux vivaient là, et peut-être même plus. Ils ont encore des années de travail sur ce site préhistorique des Grands Lacs. Un autre célèbre site archéologique submergé est la cité perdue de Pavlopétrie. Les archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville engloutie du monde, tout au moins selon nos connaissances actuelles. Pavlopétrie a environ 5000 ans. Cela signifie qu'elle existait bien avant les légendaires héros grecs des récits d'Homère. Les scientifiques l'ont aperçue pour la première fois en 1904, puis l'ont oubliée jusqu'en 1967, lorsque Nicholas Fleming l'a redécouverte. Il l'a décrite comme une ville de l'âge du bronze, désormais engloutie sous 3 à 4 mètres d'eau. 1 an plus tard, il est revenu avec une équipe de scientifiques pour en étudier les ruines. En l'espace de 6 semaines, en utilisant uniquement des rubans métriques et une grille élémentaire, ils ont réussi à cartographier la ville. Ils ont constaté qu'elle s'étendait sur environ 300 par 150 mètres et comportait au moins 15 bâtiments, des cours, 5 rues, 2 tombeaux et environ 37 petites tombes en pierre. Ils ont également trouvé des indices indiquant que les ruines se poursuivaient sur l'île voisine de Pavlopétrie elle-même. Ils ont déterré des poteries incroyables, des lames en obsidienne et en chaille, et même une minuscule figurine en bronze qui pourrait dater de l'an 2800 avant l'ère commune.
Cependant, la plupart des bâtiments proviennent de la période comprise entre 1650 et 1180, avant l'ère commune. Ensuite, les scientifiques ont de nouveau abandonné le site jusqu'en 2009, lorsqu'une équipe de chercheurs a lancé un nouveau projet quinquennal, dont la mission était d'explorer en profondeur l'histoire de Pavlopétrie. Cette fois, ils disposaient d'outils de cartographie numérique et de meilleurs équipements de plongée, ce qui leur a permis d'explorer et même de faire des fouilles sous-marines. Ils ont découvert 9000 mètres carrés supplémentaires de bâtiments, y compris une grande salle et des rues cachées. De plus, ils ont déterré d'autres poteries qui leur ont indiqué que des gens avaient vécu là entre 3000 et 1100 avant l'ère commune, et que la ville comptait une population de 500 à 2000 personnes. Personne ne sait avec certitude comment cette cité a fini sous l'eau, mais beaucoup de scientifiques pensent que ce fut à cause d'un tremblement de terre, peut-être vers l'an 1000 avant l'ère commune, ou même aussi tardivement que l'an 375 de notre ère, parce que c'est la plus ancienne ville sous-marine jamais découverte. Certaines personnes croient même que Pavlopétrie pourrait avoir inspiré la légende de l'Atlantide. Un autre prétendant au titre d'Atlantide se trouve près du Japon. En 1986, un plongeur local explorait les eaux près des îles Ryukyu lorsqu'il découvrit une structure géante faite de marches parfaitement formées et aux bords tranchants. Elle se trouvait à 25 mètres sous l'eau. Aujourd'hui, le monument Yonaguni reste l'un des sites sous-marins les plus mystérieux de la planète. La structure mesure presque la moitié d'un terrain de football, environ 50 mètres de long et 20 mètres de large. Elle ressemble à une immense pyramide de pierre, avec des plateformes superposées et des marches empilées les unes sur les autres. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, ni qui l'a construite. Certains experts pensent que le monument pourrait avoir plus de 10 000 ans, ce qui le rendrait plus ancien que les pyramides égyptiennes. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir des derniers vestiges d'une civilisation perdue portant le nom de Mu, une société mythique du Pacifique similaire à l'Atlantide. D'autres pensent que c'est un peuple ancien, qui vivait au Japon, dès l'an 12 000 avant notre ère, le peuple Jomon, qui l'aurait construite. Mais de nombreux scientifiques et géologues sont sceptiques quant à cette possible civilisation sous-marine. Même si Yonaguni possède des passages étroits, des ouvertures en arc et des angles droits, qui ressemblent presque à des pâtés de maison. Ils disent que le site ressemble davantage à une formation rocheuse naturelle, comme la chaussée des géants en Irlande du Nord, par exemple. L'ensemble du monument est encore relié à un bloc de substratum rocheux, ce qui signifie qu'il n'a pas été construit pièce à pièce. Et la façon dont les couches de roches sont empilées est probablement liée au tremblement de terre et au mouvement tectonique. Il est situé dans la très active ceinture de feu du Pacifique. Un géologue marin y retournait sans cesse, et à chaque fois, il découvrait quelque chose de nouveau. Il affirme avoir repéré des traces d'outils dans la roche, des symboles gravés sur des faces de pierre, et même des formations rocheuses en forme d'animaux. Il pense que ces sculptures indiquent l'existence d'une culture provenant du continent asiatique. Il a déclaré avoir identifié 10 structures différentes au large de Yonaguni, y compris un château en ruine, un arc de triomphe, 5 temples, et même un énorme stade. Ces bâtiments semblent être reliés par des routes et des canaux, et certaines parties sont même entourées de ce qui ressemble à d'immenses murs de pierre. L'explorateur pense que la ville a au moins 5000 ans. Il se base pour cela sur des stalactites trouvées dans des grottes sous-marines voisines, qui n'ont pu se former qu'après l'inondation des grottes. Ces partisans affirment n'avoir jamais vu un tremblement de terre créer des formes comme celle-ci sous l'eau ou à sa surface. Mais les sceptiques mettent tout cela sur le compte de l'érosion, et insistent sur le fait que ce sont les courants sous-marins et les créatures marines qui ont creusé des trous dans la roche. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, le site est ouvert aux visiteurs, et c'est assurément une expérience de plongée des plus amusantes. Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan? Alors que près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés, il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination. Mais grâce à de courageux explorateurs, à des caméras sous-marines et à de formidables archéologues, nous connaissons des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui et depuis des millions d'années. De l'araignée de mer de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer sont de toutes formes et de toutes tailles. Mais concentrons-nous sur les créatures sous-marines célèbres pour leur taille gigantesque. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande? Eh bien, ce n'est pas le rorqual, mais cela aurait pu, oui. Les orques sont des baleines dentées qui peuvent atteindre une taille de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un autobus scolaire.
Et le narwal? Non, ce ne sont pas les plus grands non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et mesurent entre 4 et 6 mètres de long, sans compter leur défense de 2,7 mètres. Fatigué de chercher? Ok, je laisse tomber. La plus grande baleine qui existe encore de nos jours est la baleine bleue. Avec ses 25 à 32 mètres, la baleine bleue est non seulement la plus grande baleine que nous connaissions, mais aussi le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Sérieux? Ces animaux sont plus grands qu'un T-Rex et même que le mégalodon préhistorique. Si tu mettais une baleine bleue à côté d'un bus scolaire, on pourrait croire qu'elle va l'avaler. Imagine ça. Selon le National Geographic, la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Cela ne semble même pas possible. Il n'est pas étonnant que ces géants doivent manger environ 4 tonnes de krill par jour. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux vivants aujourd'hui qui puissent rivaliser avec les proportions gigantesques de la baleine bleue, il existe une espèce entièrement différente qui est un bon concurrent. Et ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pourrais t'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur le bord de mer et qui gâchent une belle journée à la plage. Je parle de la méduse à crinière de lion, la plus grosse méduse qui existe. Cet invertébré peut atteindre jusqu'à 36,6 mètres de long. Elles existent aussi en différentes couleurs splendides comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orange. Et comme si leur longueur n'était pas impressionnante, la méduse à crinière de lion possède 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elle peut en avoir jusqu'à 1200 au total. Et voici la géante raie manta océanique, le plus grand type de raie au monde. Leur envergure peut être plus longue qu'un autobus. Ces animaux peuvent atteindre 9,1 mètres de long. Ils ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons. Contrairement à leurs cousines les raies, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Et alors que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'ont pas encore été battues au titre de créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut devenir encore plus grande en longueur. La galère portugaise, avec ses tentacules, peut atteindre une longueur de 50 mètres, selon le site mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble à une méduse, il s'agit en fait d'un siphonophore. Et il en existe des centaines, voire des milliers, qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper ses proies, et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux, et même pour les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il se détache, ce tentacule peut encore te piquer. Mais ne fuis pas l'océan tout de suite. Les chances d'être blessé par une piqûre de galère portugaise sont plutôt minces. Cependant, si tu te fais piquer, les effets secondaires ne sont pas beaux à voir, avec des cloques, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et des maux d'estomac. Même si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, elles sont vraiment belles à regarder. Regarde toutes ces couleurs. Le Chastasaurus est le plus grand reptile marin qui ait jamais existé. Ces prédateurs vivaient à la fin du Trias il y a environ 210 millions d'années. Ces géants incroyables pouvaient atteindre une longueur de 21 mètres et peser plus de 75 tonnes. Le Chastasaurus était donc aussi lourd qu'une baleine bleue. Et si tu pouvais mettre cette créature à la verticale, elle serait aussi haute qu'un immeuble de 7 étages. Malgré les apparences, elle était en fait assez mince pour sa taille. Sa cage thoracique mesurait seulement 2 mètres de large. On pourrait penser que ce grand gaillard dévorerait les autres dinosaures, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce reptile survivait grâce à un régime composé de petits poissons et de céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. L'Albertonecte est un excellent représentant de la famille des plésiosaures, ce qui signifie que ce reptile marin avait une petite tête sur un cou incroyablement long et de grands membres en forme de nageoires qui l'aidaient à se déplacer dans l'eau. Ces créatures occupaient les mers autour de l'Amérique du Nord il y a 76 à 70 millions d'années. La longueur de ce monstre des mers pouvait atteindre 11,5 mètres, le cou prenant 7 mètres de cette longueur. Son cou battait tous les records. Il comptait 76 os.
aucun autre animal connu de l'humanité n'avait autant de vertèbres dans son cou. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ils avaient besoin d'un cou aussi long. Ils l'utilisaient peut-être pour ramasser des coquillages sur les fonds marins ou pour capturer leur principale proie, les poissons et les calmars. Ce reptile aquatique avait également des gastrolites dans l'estomac, dont certains pouvaient atteindre un diamètre de 14 cm. Le Tylosaurus appartenait à la famille des mosasaures. Il dominait les mers peu profondes d'Amérique du Nord il y a environ 85 à 80 millions d'années. C'était un énorme prédateur, dont les plus grands représentants atteignaient 13 mètres de long. Il possédait un corps hydrodynamique étroit et une tête émoussée et puissante qu'il utilisait pour éperonner et assommer ses proies. Son corps était équipé de nageoires agiles et d'une longue queue ornée d'une nageoire facile à manœuvrer. Le Tylosaurus était carnivore et son régime alimentaire comprenait non seulement des poissons, des tortues et des petits requins, mais aussi d'autres mosasaures, des plésiosaures et des oiseaux incapables de voler. Voici l'Ophtalmosaurus. Ce reptile préhistorique a vécu à la fin de la période jurassique dans les océans du monde entier. Il pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, selon le site newdinosaurs.com. Soit à peu près la même longueur que le beluga de nos jours. Il est dommage que ces animaux se soient éteints avant que nous n'ayons eu la chance de les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux caricaturaux et leurs traits de dauphin sont plutôt mignons. Bien sûr, les Ophtalmosaurus ont évolué au fil du temps pour devenir des ophtalmologues, ou médecins des yeux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai, je voulais juste voir ta réaction. Le mosasaure est un prédateur véritablement gigantesque qui dominait les mers du monde entier il y a environ 66 millions d'années. Selon les preuves fossiles, certains spécimens pouvaient mesurer plus de 15 mètres de long. Cela fait de lui le plus grand carnivore marin de son époque. L'un des aspects les plus terrifiants de cette créature était sa tête de crocodile, ornée de centaines de dents tranchantes comme des rasoirs, organisées en 2 rangées sur les 2 mâchoires. Le fait est qu'il était assez difficile pour le mosasaure d'attraper ses proies dans l'eau. C'est pourquoi il possédait toutes ses dents ainsi qu'une particularité. Des dents ptérygoïdes ancrées sur les os du palais. Cela rendait la chasse et la prise de ses proies beaucoup plus faciles. Le Styxosaurus appartenait à la famille des plésiosaures et vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 85 à 70 millions d'années. Au premier abord, tu pourrais confondre ce dinosaure avec un serpent de mer, et ce serait compréhensible de faire cette erreur. Les Styxosaurus mesuraient environ 10,6 mètres de long, mais leur long cou en forme de serpent mesurait plus de 4 mètres. Ils avaient un corps relativement petit et pesaient environ 4 tonnes. Leur bouche était pleine de dents pointues et coniques qu'ils utilisaient pour attraper les poissons. Ils n'avaient pas besoin de mâcher leur proie grâce aux 200 petits cailloux appelés gastrolites dans leur ventre, qui les aidaient probablement à digérer. En même temps, certains scientifiques pensent que le Styxosaurus utilisait ces pierres pour s'enfoncer au fond de l'océan à la recherche de types particuliers de poissons. Pour moi, ça ressemble un peu au monstre du Loch Ness, non ? Plus on descend, plus ils deviennent flippants. Tu es sur le point d'aller dans les profondeurs les plus sombres de l'océan et de vérifier si cette affirmation est vraie. Les créatures qui vivent ici sont elles aussi effrayantes que les gens le pensent. Tu descends à 40 mètres sous l'eau. Fais bien attention à ce qui se passe sous tes palmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce visage terrifiant à moitié caché dans le sable ? C'est l'uranoscope. Tu peux rencontrer ce poisson dans l'est des États-Unis. Il s'enfouit dans le sable jusqu'à ce que des proies insouciantes s'approchent de lui. Ensuite, cette créature cauchemardesque lui inflige un choc électrique et, ma foi, dîne avec. Tu descends plus profondément jusqu'à 70 mètres sous la surface. C'est là que tu aperçois une créature colorée et toute bouffie qui ne mesure pas plus de 30 cm de long. C'est le Neoclinus blanchardi. Au début, le poisson semble être inoffensif. Ah, ok, mais seulement si on ne le provoque pas. Quand cet animal est agité, il ouvre son énorme bouche pour repousser les prédateurs. Cette tactique de défense est un spectacle à la fois surprenant et effrayant. Heureusement, ce poisson ne représente aucune menace pour les gens. La créature que tu vois ensuite peut confortablement vivre dans des eaux peu profondes. Mais toi, tu la rencontres à une profondeur de 300 mètres. Tu n'as même pas besoin de te demander pourquoi on appelle cet animal l'étoile fragile de Game of Thrones.
Contrairement aux étoiles de mer qui rampent lentement sur le fond marin, cette créature se déplace rapidement. Elle agite ses bras longs et flexibles pour se rendre du point A au point B. Son corps est protégé par une coquille dure en carbonate de calcium. On connaît aussi ces créatures sous le nom d'étoiles serpentines. Elles sont minuscules et se logent facilement dans les recoins, les fissures et les petites crevasses des rochers. À une profondeur de 600 mètres, on rencontre le calamar géant. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une créature de légende plutôt que d'un véritable animal. Le calmar géant a été filmé pour la première fois en 2001 et il est vraiment aussi gros que son nom l'indique. Les yeux de la créature font la taille d'un ballon de football et le calamar lui-même peut peser jusqu'à 270 kg. À près de 900 mètres de profondeur, un autre horrible animal te fait peur. Il est un peu rouge et plutôt petit, il ne dépasse pas les 30 cm de long. Lorsque tu t'approches de la créature, elle semble plutôt docile, ou peut-être simplement indifférente. Le vampire des abysses, c'est le nom de la bestiole, ressemble à un parapluie avec des tentacules. Il ne produit même pas d'encre, alors laisse-le tranquille. Peu après, à une profondeur de 1000 mètres, tu rencontres le scalélet féroce. Cette créature est un parasite. Il s'attache aux gros poissons, aux dauphins, aux baleines et parfois même aux humains. Puis, à l'aide de ses dents aiguisées et bien rangées, il arrache des morceaux de viande de la taille d'un biscuit. Ce vilain animal ne dépasse pas les 51 cm et vit dans la zone crépusculaire de l'océan. À une profondeur de 1000 mètres, la lumière devient une chose rare et précieuse. Les animaux qui vivent aussi loin de la surface doivent développer des caractéristiques inhabituelles pour survivre. C'est ainsi que le poisson revenant a fini par avoir une tête transparente et 2 yeux super sensibles en forme de tonneau. À l'heure actuelle, et comme toujours, ils sont pointés vers le haut, ce qui permet au poisson de voir ses proies potentielles. Donc, toi aussi. À près de 1200 mètres sous la surface, tu vois quelque chose de mou et de flasque. Le blobfish n'a ni squelette ni muscles. Sa chair gélatineuse permet à cette créature de survivre à une pression d'eau incroyable. Malgré son apparence, le blobfish est un prédateur de type embuscade. Il reste généralement complètement immobile au fond de l'eau et attend le passage de proies insouciantes. Tu vas encore un peu plus profond et tu repères une créature qui a l'air particulièrement épouvantable. Le requin lutin sent la proie avec son museau. Les terrifiantes mâchoires de la créature sont attachées à des ligaments élastiques. Lorsqu'un animal s'approche trop près, le requin catapulte sa bouche vers l'avant pour l'attraper. Si ta bouche pouvait faire pareil, tu serais capable de manger des choses qui pendent à 18 cm de ton visage. Waouh! Si on continue à descendre, à 1500 mètres, tu remarques un autre membre de la famille des requins. Le requin à collerette ressemble à une anguille en pleine croissance. Mais ses branchies sont bordées d'une frange rouge sur les bords, d'où son nom. La bouche terrifiante de cette créature comporte 25 rangées de dents pointues, orientées vers l'arrière, soit 300 au total. Le requin préfère planer dans l'eau pour attendre que sa proie s'approche, puis il fonce dessus comme un serpent. Soudain, tu vois quelque chose qui brille comme une ampoule électrique, mais après t'être approché, tu recules avec horreur. La créature ressemble à une espèce d'anguille améliorée, dotée de dents énormes. C'est le dragon Aekai qui peut vivre à une profondeur de 1800 mètres. Les processus chimiques qui se déroulent à l'intérieur du corps de ce poisson produisent une étrange lueur rouge. Cette lueur est utilisée pour communiquer avec d'autres poissons. À la même profondeur, 1800 mètres, tu rencontres un autre habitant des profondeurs dont la caractéristique la plus marquante est son énorme bouche. Grâce à elle, le grand gousier pélican peut avaler sa proie en entier. Son estomac peut s'élargir jusqu'à atteindre la taille terrifiante qui lui permet d'ingérer quelque chose d'énorme. À une profondeur de 2000 mètres, tu rencontres une créature à l'air furieux avec une canne à pêche sur la tête. Il s'agit du poisson-pêcheur. L'animal a une épine dorsale bizarre, mais ce ne sont que les femelles qui en sont dotées. Elles passent au-dessus de leur bouche et possèdent un leurre à son extrémité, une chair lumineuse qui appâte les poissons. Le poisson-pêcheur a une si grande bouche et son corps est si flexible qu'il peut avaler des animaux 2 fois plus gros que lui. Tu es à 2100 mètres de profondeur quand tu vois un autre poisson qui brille dans le noir. Le dragon abyssal est une créature rusée, dont les organes lumineux sont disposés le long de son ventre. Cette bête effrayante a également des lumières brillantes à côté de ses yeux. Elle aide l'animal à trouver des proies et à attirer des partenaires potentiels. À la même profondeur, tu aperçois également une énorme batynome.
Mais contrairement aux cloportes que tu peux trouver dans ton jardin, celle-ci mesure au moins 51 cm de long. C'est un isopode géant et il est en effet apparenté aux cloportes, ainsi qu'aux crabes et aux crevettes. Ces créatures peuvent paraître un peu effrayantes, mais elles sont inoffensives. Elles s'alimentent des autres animaux des profondeurs, mais seulement après leur mort. Ok. À une profondeur de 4000 mètres, tu vois que le fond de l'océan est devenu un peu moelleux. C'est parce qu'il est couvert de vers zombies. Ces créatures atteignent rarement plus de 5 cm de long. Et pourtant, elles peuvent décomposer des animaux assez gros, tellement l'acide qu'elles produisent est puissant. L'aspect de plumes des vers leur donne l'apparence de plantes, mais la vérité est que ces créatures grignotent les os durs comme le roc des plus grands animaux du monde, comme les baleines. Le poisson Hypnops t'effraie presque au point de te faire perdre la tête. Cette créature a une paire de grandes plaques ovales verdâtres sur le dessus de sa tête et n'a pas d'yeux. Les experts pensent que ces membranes osseuses détectent la lumière provenant des prédateurs, ce qui permet de sauver la vie du poisson. Tu es maintenant à 5 km sous la surface, et c'est là que tu repères quelque chose de bizarre au fond. C'est bien un poisson, mais il se tient au fond de l'océan sur 3 longues pattes rigides. Ah, c'est le poisson trépied, plus curieux qu'effrayant en réalité. Cette créature s'est adaptée à l'obscurité presque totale en renonçant à sa vision. Elle doit compter sur les vibrations et le toucher pour sentir ses proies. En plus, le poisson utilise ses nageoires comme mains pour transporter la nourriture directement dans sa bouche. Tu n'as pas le temps d'aller plus loin avant de repérer le poisson sans visage. Cette créature, un peu laide, disons-le, n'a pas d'yeux. Et sa bouche, qui sourit comme la Joconde, se trouve sous son corps. Pour la première fois, le brome sans tête, qui est le nom officiel de la créature, a été vu il y a plus d'un siècle. La fois suivante, c'était en 2017. Lorsque tu atteins une profondeur de 10 km sous la surface, tu tombes sur les concombres de mer. Ces étranges créatures sont beaucoup plus grosses que leurs congénères des eaux peu profondes. Ils passent la plupart de leur temps sur le fond marin, mais s'ils ont besoin d'échapper aux prédateurs, ils sont capables de s'enfuir à la nage. Les concombres des profondeurs ont une couleur violacée brillante, de minuscules pieds et des tentacules tout autour de leur bouche. Mignon. La question est, pourquoi ces créatures des profondeurs ont-elles l'air si effrayantes? La vie est très différente là-bas en bas. Il existe une énorme pression de l'eau, un manque de nourriture et une obscurité constante. Il faut s'adapter pour survivre dans des conditions aussi extrêmes, d'où ces physiques étranges. Bon, voilà comment ça commence. Tu es réveillé par un bruit étrange, mais ce n'est pas ton réveil. Il est 5 heures du matin. Après quelques secondes, tu réalises que le son étrange est un coup contre la fenêtre. Mais tu vis au 12e étage. Qui ou quoi pourrait bien frapper? Les laveurs de carreaux? Tu vis dans un immeuble d'habitation ordinaire, pas dans un gratte-ciel avec des bureaux. Les coups sont de plus en plus forts. Tu prends ton courage à deux mains et tu te diriges vers la fenêtre. Tu saisis le rideau et tu le tires brusquement de côté. Ce que tu vois est fantastique. Il y a des petits poissons volants ou flottants à l'extérieur de ta fenêtre. Des milliers d'entre eux. Un banc de sardines qui s'élève directement vers le ciel. Quelques-unes d'entre elles cognent ta fenêtre en passant. Il y a tellement de sardines que tu ne peux pas voir ce qui se passe dehors. Mais quand le dernier poisson passe, le panorama complet s'ouvre à toi. Des poissons, petits et grands, volent entre les maisons. Les pieuvres se déplacent dans les airs avec leurs tentacules. Une énorme baleine dérive lentement vers l'horizon. Au-dessus du toit d'une maison voisine, 2 requins chassent 4 otaries. Un voisin te fait signe, il tient une canne à pêche par la fenêtre et attend que le poisson morde. Un banc, non, une nuée de dauphins passe devant ta fenêtre. Ils sifflent gaiement, comme s'ils te saluaient. Qu'est-ce qui se passe? Tu allumes la télé. Toutes les chaînes diffusent la même chose. Les créatures marines de la Terre ont appris à voler, à quitter l'océan et à rejoindre les airs. Tous les vols dans le monde sont annulés. Et les bateaux de pêche sont immobilisés dans les mers, les océans, les lacs et les rivières. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Tu t'habilles et tu vas dehors. Les tortues de mer rampent sur le sol, elles frissonnent, battent des nageoires et s'élèvent dans les airs. Un troupeau de crevettes passe devant toi. L'océan a-t-il perdu sa gravité? Qu'est-il arrivé à toute l'eau? Tu vis dans une ville portuaire près de la mer, alors tu décides d'aller sur la côte. Tu atteins la rive et tu vois que l'eau est calme. La gravité semble intacte, mais les créatures marines continuent à s'envoler dans le ciel. 6 mois plus tard,
Les gens s'habituent progressivement à un nouveau phénomène naturel. Les poissons occupent la plus grande partie du ciel. Certaines créatures marines pénètrent dans les couches intermédiaires de l'atmosphère. Les petits oiseaux ont presque disparu depuis la présence de poissons prédateurs dans le ciel. Mais les oiseaux de proie qui chassent les poissons ont pris du poids. Ils ont tellement mangé qu'ils ne peuvent plus voler. Les goélands, les albatros, les pélicans et les aigles peuvent à peine supporter leur propre poids. Les avions ont cessé de voler. Et les voyages en bateau ont été multipliés. L'écosystème mondial est en train de subir un changement complet. L'océan devient sans vie. Le nombre de bactéries, de microbes et de divers nutriments présents dans l'eau s'est déplacé dans l'air. Les gens tombent plus souvent malades et dans certaines régions, il devient difficile de respirer. Lorsqu'il pleut, des millions de crevettes et de petits poissons tombent sur le sol avec l'eau. De nombreux mammifères prédateurs qui se nourrissaient de poissons commencent à mourir de faim. Ils sortent sur les routes et dans les villes pour trouver de la nourriture. Les scientifiques font des recherches sur les créatures volantes et découvrent qu'elles ont modifié d'une manière ou d'une autre la structure de leurs poumons. Mais on ne sait toujours pas comment les poissons ont acquis la capacité de voler. Il semble que la nature ait simplement décidé de propulser les gens hors de leur environnement habituel. Les pêcheurs construisent des ballons pour pêcher dans le ciel. Certains athlètes lancent un lasso sur des baleines volantes et les montent comme d'énormes chevaux. Bien que l'atterrissage puisse être difficile, des créatures qui auparavant ne nageaient que dans les profondeurs de l'océan s'installent à haute altitude. Les chercheurs découvrent de nouvelles espèces de poissons jusqu'alors inconnues. Des profondeurs de l'océan, une pieuvre géante s'est élevée dans les airs. Beaucoup l'appellent le kraken. Ce monstre a trouvé un nouveau foyer juste au sommet du mont Everest. Maintenant, tout le monde a peur d'escalader cette montagne. Les créatures des eaux les plus profondes atteignent l'espace. Sur l'ISS, les astronautes observent le passage d'animaux étonnants. Ils ressemblent à des extraterrestres venus d'autres planètes, mais sûrement pas de la Terre. Dans certaines régions, les requins descendent vers le sol pour se nourrir. Dans ces endroits, les gens ont peur de sortir. Les compagnies de pêche achètent d'énormes Boeing et y attachent des filets pour attraper des poissons dans les airs. Mais les vols ne sont pas sûrs, surtout lorsqu'une baleine apparaît soudainement sur leur chemin. Les autorités imposent des couvre-feux dans de nombreuses villes. Les gens montent sur les toits et admirent un spectacle incroyable la nuit, des méduses volantes flottant dans les airs. Grâce à la protéine bioluminescente des méduses, les étoiles brillantes dans le ciel se mélangent aux créatures transparentes à l'apparence de néon. Mais attention, certaines de ces méduses sont très venimeuses. Certaines personnes étaient tellement fascinées par ces belles méduses qu'elles les ont touchées et ont fini à l'hôpital. Les calamars, effrayés par les nouvelles conditions, libèrent de l'encre dans les airs. Quand beaucoup de calamars font cela, l'encre bloque la lumière du soleil. Des embouteillages massifs apparaissent sur les routes parce que des anguilles électriques volent dans les rues et perturbent les feux de circulation. Alors que toute l'humanité regarde le ciel, presque personne n'a remarqué ce qui se passe ici-bas. Partout dans le monde, des personnes souffrant d'un étrange handicap physique se présentent dans les hôpitaux. Des trous étranges se forment sous les oreilles des gens. Les médecins ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Mais l'un des patients saute dans un lac et il s'avère qu'il parvient à respirer sous l'eau. Tous les gens ont des branchies. Au début, la plupart des gens refusent d'aller sous l'eau, mais la modification de leurs poumons les oblige à le faire, ou à passer le reste de leur vie avec un masque à gaz. Certaines personnes sont heureuses d'aller sous l'eau et de commencer une nouvelle vie. Le corps humain s'adapte aux températures froides et à la pression élevée. Il y a beaucoup de travail à faire pour créer des villes et des infrastructures, mais les choses ne vont pas si mal. Il y a plus d'espace dans l'eau que sur Terre. 1 an plus tard, l'humanité a commencé à migrer pleinement vers les océans. Mais au lieu d'une nouvelle vie, ils trouvent des déchets. Beaucoup de déchets. Des milliards de tonnes de plastique flottent dans l'eau. Leur nouveau foyer s'avère être un énorme dépotoir créé par les gens eux-mêmes. Le recyclage mondial du plastique commence dans toutes les eaux. Chaque jour, les gens sortent des tonnes d'ordures de l'océan. L'eau devient de plus en plus propre. Des décharges apparaissent sur la terre ferme. 5 ans plus tard, l'eau devient plus propre. Les gens ne vivent plus dans les ordures. Tout le plastique se trouve sur la terre ferme. Dès que le problème est résolu, l'humanité commence à construire des villes sous-marines. Mais ensuite, tous les poissons commencent à tomber dans les mers et les océans. Tout revient au mode de vie habituel. Les gens perdent leurs branchies et ils retournent sur la terre ferme. Les créatures marines vivent à nouveau dans une eau propre. Les philosophes et les scientifiques du monde entier pensent que la nature a décidé de donner une leçon aux gens.
Nous comprenons comment vivre dans un monde de déchets et comment nous devons nous soucier de notre planète. Les gens font un effort considérable pour préserver l'écologie du globe. Des usines de recyclage des déchets sont construites. Tout le monde arrête d'utiliser du plastique. L'harmonie est restaurée entre l'homme et la nature. Le ciel brûle. Les océans écument. Le tonnerre et les éclairs grondent. Deux des monstres les plus terribles et les plus puissants s'affrontent en duel. Un signe avant-coureur de la fin du monde. Rien que la vue de ce monstre, l'atroce et terrifiant Cthulhu peut rendre fou n'importe qui. Et le plus gros calmar de la planète se bat contre lui. Une bête qui ne connaît pas la peur parce qu'elle est la peur elle-même. La cause de milliers de naufrages. Le puissant et hideux Kraken. Que commence le combat le plus épique de l'histoire de l'univers. Tu es sur un bateau de pêche qui navigue sur un océan paisible. L'eau est claire comme du cristal et il n'y a pas de vent. La mer se confond avec l'horizon. La terre n'est pas visible et tu te sens libre. Tu regardes sur le côté du bateau et tu remarques quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Tu flottes au centre d'un énorme rond noir entouré d'un large champ vert. Qu'est-ce que c'est ? Du pétrole se serait déversé dans l'eau et elle aurait pris cette teinte étrange ? Mais alors pourquoi cette forme est-elle si parfaitement ronde ? Soudain, tu réalises ce que c'est et ton cœur fait un bond dans ta poitrine. Le rond noir n'est autre qu'une pupille au centre d'un énorme œil vert. La chose qui te regarde en ce moment est si grande que ton bateau ressemble à une coquille de noix à côté. C'est le Kraken. Mais ne t'inquiète pas, le monstre n'est pas intéressé par une petite proie comme toi. Le Kraken a coulé des navires pendant des siècles et n'a jamais rencontré la moindre résistance. Des milliers d'épaves gisent au fond de la mer, mais à quoi bon ? Le Kraken aspire à un vrai défi, mais il ne le trouve pas. Le plus grand mammifère de la Terre est la baleine bleue, qui n'est rien de plus qu'un petit poisson pour le Kraken. Même un mégalodon ne tiendrait pas une minute contre la bête tentaculaire au cours d'une bataille. Peut-être faudrait-il chercher un grand monstre au fond de la fosse des Mariannes. Non, la pression est trop forte et il n'y a presque rien qui survive si bas. Mais alors, le Kraken a une idée. Il se rend à l'endroit le plus éloigné de la Terre. Un endroit rarement visité et mal exploré. Cet endroit s'appelle le Point Nemo. C'est là, au fond de l'océan, que se trouve l'ancienne ville de Erlaë. Construite bien avant l'apparition des humains. Et au milieu des ruines endormies, l'énorme et puissant Cthulhu est en train de rêver. Cet ancien demi-dieu repose ici depuis des centaines de millénaires. Pendant tout ce temps, Cthulhu a attendu son heure pour faire des ravages sur la Terre. Il dort, mais même dans ses rêves, Cthulhu communique avec les membres de son culte qui le suivent. Il utilise la télépathie pour pénétrer dans leur esprit et leur faire des choses atroces. Mais tout à coup, le sommeil de Cthulhu est interrompu. Qui ose le réveiller si brutalement ? Cthulhu ouvre ses yeux rouges de colère, envahi d'algues, et voit devant lui un énorme calmar. Le Kraken a enfin trouvé un adversaire digne de lui. Aussitôt, il se jette sur Cthulhu et enroule ses tentacules autour de la tête du monstre. Le combat commence. Cthulhu pousse lourdement sur le fond de la mer et se précipite à la surface, entraînant le Kraken avec lui. Deux monstres géants, plus grands que les plus hauts gratte-ciel du monde, émergent de l'eau. La mer est déchaînée et les nuages s'amassent au-dessus du champ de bataille. Engagé, Cthulhu frappe le Kraken. Mais ce dernier ne semble rien sentir. Des éclairs zèbrent les nuages noirs et tourbillonnants. Cthulhu tente d'arracher les tentacules du Kraken, mais il s'agrippe fermement au monstre vert. Pendant ce temps, tu te rends au Point Nemo pour assister au déroulement de cette épique bataille. Tu dois naviguer depuis la côte du Chili, et des choses étranges s'y passent en ce moment. Des centaines de marins montent à bord de dizaines de navires. Il y a des navires de pêche ordinaires, ainsi que des navires de la marine lourdement armés et chargés.
Et quand tu demandes à quelqu'un où vont tous ces gens, ils te lancent tous un regard sombre et te répondent « Vers l'éternité ». Le Kraken prend le dessus et Cthulhu appelle ses disciples à l'aide. Il espère que les navires pourront l'aider à vaincre son ennemi. Mais il faudra attendre 2 jours avant que les premiers n'arrivent de la terre ferme. Cthulhu finit par se défaire du Kraken et le jette dans l'eau. Le calmar attaque à nouveau, mais Cthulhu l'attrape par les tentacules et le soulève au-dessus de sa tête. La foudre frappe le Kraken, mais ce n'est qu'une vulgaire petite étincelle pour le monstre géant. Pendant ce temps, les marins médusés se tiennent sur le pont et regardent en direction du champ de bataille. La nuit, ils s'endorment et rêvent tous de l'ancienne cité de Herlae. Au centre de celle-ci se trouve une chapelle tordue, et à l'intérieur, Cthulhu est assis sur son trône, convoquant ses disciples. Jour après jour, nuit après nuit, les monstres se battent en jetant toute leur force dans la bataille. Et enfin, de petits points se rassemblent autour d'eux. Les bateaux sont arrivés. Ils sont prêts à attaquer le Kraken, et Cthulhu leur donne un ordre mental. Mais le Kraken a d'autres atouts dans sa manche. Il n'a pas coulé des navires juste pour s'amuser. Très souvent, il a sauvé des milliers de créatures marines prises dans leurs filets de pêche. Et maintenant, avec leur descendance, elles viennent de tout l'océan pour aider le Kraken. Des pieuvres géantes, des baleines bleues, des grands requins blancs, des anguilles électriques, ils attaquent tous les navires ennemis. Les baleines percutent les sous-marins et les anguilles court-circuitent les moteurs des véhicules avec leurs décharges électriques. Soudain, le Kraken plonge sous l'eau. A-t-il abandonné ? A-t-il eu peur ? C'est peu probable. Cthulhu regarde au fond de l'océan et attend que le calmar attaque. Le Kraken nage sous les combattants et les poissons. Il commence à faire tournoyer ses tentacules, créant un énorme tourbillon. Les bateaux sont maintenant condamnés et Cthulhu ne peut compter que sur lui-même. Le Kraken est une créature puissante, mais il reste un animal après tout, tandis que Cthulhu est aussi intelligent que malveillant. Il comprend que le Kraken est un monstre marin et qu'il peut être vaincu une fois sur Terre. Le rugissement de Cthulhu fait trembler le ciel. Les éclairs frappent l'océan. L'eau est en ébullition. L'ancienne cité de Herlae s'élève du fond de la mer. Le Kraken ne peut pas s'échapper de là. Il a besoin d'eau. Le calmar combat Cthulhu avec ses ultimes forces, mais hors de son élément, il perd rapidement l'avantage. Cthulhu est victorieux. Maintenant qu'il est réveillé, il va détruire le reste du monde, comme on l'avait prédit. Mais le combat n'est pas passé inaperçu. Grâce aux données satellitaires, le monde sait déjà ce qui s'est passé. Et un plan a été élaboré pour abattre l'ancien monstre au cas où il gagnerait. Des avions de chasse entrent en scène et attaquent Cthulhu. Le monstre lève les bras vers le ciel. Des nuages s'amoncellent autour de lui. Une décharge électrique scintille dans les nuages et l'électricité disparaît dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, y compris l'électronique à bord des avions. Ils tombent tous dans l'eau. Il n'y a aucun moyen de vaincre la bête mythique. Mais que se passe-t-il ? Les satellites tombent soudainement du ciel par dizaines. Cthulhu ne savait pas que le point Nemo est une décharge pour débris spatiaux. Comme c'est le point le plus éloigné de la Terre, on peut y larguer des satellites inutilisés en toute sécurité. En ce moment même, des centaines d'entre eux tombent sur la ville antique et s'abattent sur le monstre. Désorienté par cet assaut soudain, Cthulhu se replie sous l'eau avec sa ville. Puis il décide de se rendormir pour 1000 années supplémentaires et d'attendre le bon moment pour détruire le monde. La capacité de Cthulhu à contrôler les esprits a fait oublier à tous les témoins de la bataille ce qu'ils ont vu. L'humanité est à nouveau inconsciente des dangers des profondeurs. Cthulhu ne veut pas que les gens soient prêts pour son réveil. Si tu rentres ces coordonnées dans ton GPS, tu verras où se trouve le point Nemo. En 1997, des océanographes ont enregistré un son mystérieux provenant des profondeurs de la mer. Il a été appelé le bloop et peut être facilement trouvé sur Internet. Cet événement a conduit beaucoup de gens à croire en l'existence de Cthulhu. Mais la panique n'a pas duré longtemps. Il s'est avéré que le bloop était le bruit d'un glacier qui se fendait. Ou peut-être que c'est Cthulhu qui a fait croire cela. Qui sait ?
La première chose que tu remarques, c'est une sensation de lourdeur enveloppante, comme si tu dormais sous une couverture douce mais lestée. C'est agréable et tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit, mais tu parviens à trouver la force nécessaire pour déplacer cette couverture. Tu ouvres les yeux et... c'est bizarre. Il y a tout autour de toi comme une lueur bleue. Tu veux te frotter les yeux et tu découvres que tu as des tentacules à la place des mains. Et si on sautait la partie où tu es terrifié, tu n'arrives pas à croire que tu t'es transformé en kraken. Après quelques jours d'horreur existentielle, de panique et de folie furieuse, tu te calmes enfin. Maintenant, essayons de savoir ce que ça fait d'être le monstre le plus terrifiant des océans. Cette couverture lourde, c'est la pression de l'eau. Elle est colossale à la profondeur où tu vis caché. Peu d'êtres vivants peuvent la supporter. Emmène une voiture à cette profondeur et elle se disloquera immédiatement sous cette masse énorme. Mais tu es le kraken. Tu es plus puissant que n'importe quelle voiture. Ton corps ne se rompt pas dans de telles conditions. Ta peau élastique et épaisse peut supporter la pression la plus forte et tes muscles robustes te permettent de te déplacer sans problème. Et cette lueur bleue alors ? Tu te trouves à une profondeur où la lumière du soleil ne pénètre qu'à peine. À cause de la pression de l'eau, tu ne sais pas vraiment où est le haut et où est le bas. Mais heureusement, tu as des yeux immenses qui, comme les lentilles d'un télescope, parviennent à capter la lumière qui vient de la surface. Une personne ordinaire ne verra qu'une obscurité opaque à cette profondeur. Mais tu as un dispositif de vision nocturne intégré à tes yeux, et donc tu vois cette lueur bleue. Il n'y a presque rien si proche du fond de l'océan. Il n'y a que du vide, infini et lourd. Tu vois quelques poissons et des épaves de navires. Les créatures marines que tu croises ici sont plutôt étranges. Voici des poissons pêcheurs, et là, toutes sortes de calmars transparents. Ici, les calmars géants sont tes seuls amis, et tu es comme un roi pour eux. En général, on s'ennuie pas mal au fond de l'océan. On dort et on mange, c'est à peu près tout. Et si tu nageais un peu plus haut pour voir ce que tu peux te mettre sous la dent ? Tu t'élèves et l'eau autour de toi s'illumine peu à peu. Il y a de plus en plus de soleil par ici. Et tu rencontres enfin d'autres habitants océaniques. Les tortues, les requins, les poulpes et les raies s'enfuient dès qu'ils te voient. Mais pas les méduses. Tu ne les inquiètes pas. Tu cherches quelque chose à manger et tu remarques un banc de poissons. Super, ton déjeuner est prêt. Après avoir mangé, tu traînes un peu, t'amusant à faire peur aux poissons et aux dauphins. Ces tentacules si agiles sont vraiment géniales. Et tu en as 10. Il t'est impossible d'exprimer ce que tu ressens. Chacun de tes doigts est devenu immense. On dirait des queues de billard. Et c'est incroyable. Quand tu étends tes tentacules, ils deviennent aussi longs qu'un Boeing. Et puis il y a toutes ces ventouses dessus. Tu peux attraper n'importe quoi, si fermement qu'aucune créature ne peut t'échapper. Et grâce à tes nouveaux bras, tu nages vraiment très vite. D'abord, tu les disperses, puis tu les réunis et ils te propulsent en avant. Les puissants courants d'eau que tu crées en te déplaçant éloignent tous les autres poissons. Tu remarques une baleine bleue. C'est le plus grand mammifère du monde. Mais à côté de toi, elle ressemble à un chiot. Alors tu nages, tu manges, tu fais peur aux poissons et aux autres créatures marines et... c'est tout. Ta vie est plutôt morne. Combien de temps cela va-t-il durer ? Une centaine d'années ? Un millier ? Tu veux t'amuser un peu, alors tu montes jusqu'à la surface. Et là, le vif éclat du soleil t'éblouit. Tu essaies de t'y habituer. L'eau est calme, il n'y a pas de vent. Tu regardes autour de toi et tu remarques un minuscule point droit devant. Génial ! C'est un grand bateau de pêche en bois et avec des voiles. Tu vas enfin pouvoir t'amuser. Tu as hâte de rencontrer des gens et de leur parler de toi. Alors tu nages joyeusement vers le bateau. Si quelqu'un te voyait, il te trouverait probablement bien effrayant. Tu te retrouves coincé dans un filet de pêche. Comme il est mince, tu peux le déchirer sans problème et tu remontes vers la surface. Les personnes sur le pont du bateau sont terrifiées. Elles crient et courent dans tous les sens. « Hé les gars, où est-ce que vous allez ? Je veux juste un peu jouer avec vous. » Il te paraît si petit. Les pêcheurs te lancent des harpons et des haches, mais tu ne ressens aucune douleur. Tu poses un tentacule sur le pont et tu le brises sans faire exprès. Le navire est très fragile, un peu comme une boîte d'allumettes. Mieux vaut ne pas y toucher. En te retournant, tu fais accidentellement chavirer le bateau. Tous ceux qui étaient à bord sont maintenant dans l'eau. Heureusement, tu as assez de tentacules pour tous les sauver.
En attrapant les pêcheurs, tu lis l'horreur dans leurs yeux. Il y en a même un qui s'évanouit. Tu remets le bateau sur l'eau et tu aides tout le monde à regagner le pont. Puis tu pousses le navire en direction de la terre ferme. Mais il vaut mieux que les gens sur le rivage ne te voient pas. Ces marins raconteront partout comment ils ont survécu à leur rencontre avec un monstre géant. On dira que tu es terrible, mais personne ne pensera à mentionner que tu les as aussi sauvés. Quelle injustice! Tu retournes dans les profondeurs de l'océan et tu t'endors. Des sons étranges te réveillent. C'est comme de l'eau qui coule d'un robinet dans un évier. Tu ouvres les yeux et tu perçois de faibles éclairs autour de toi. Voilà qui est intéressant. Tu nages et tu te rends compte que c'est un orage qui t'a réveillé. Il semble plutôt violent. Le ciel est noir et les vagues sont énormes. Tu remarques un grand navire au milieu de tout ce chaos. Ce bateau est différent de ce que tu as pu voir auparavant. Il est tout en fer et il n'a pas de voile. C'est un cargo moderne. Il semble que tu te sois endormi pendant quelques centaines d'années. Les gens à bord t'aperçoivent et lancent une fusée de signalisation. Une lumière rouge vif t'éblouit. En déployant tes tentacules, tu pousses involontairement le navire. Mais comme il est lourd, il ne chavire pas. Il semble que les technologies aient avancé pendant que tu dormais. La tempête se fait plus violente. Le bateau roule puissamment sur la surface des eaux. Tu essaies de le retenir avec tes tentacules, mais cela ne fait qu'effrayer les personnes à bord. Ils hurlent et tu comprends leur réaction. Un monstre gigantesque est sorti des profondeurs noires et s'est accroché à leur navire. Tu n'aimes pas voir qu'ils ont peur de toi, alors tu décides de t'éloigner. Malheureux, tu vas te cacher tout au fond de l'océan. Être le kraken n'est plus très amusant. Seuls les poissons t'acceptent et ils sont muets. Horrifier les hommes te fait une peine immense. Tu te sens seul au monde. Tu manges ton déjeuner et tu te rendors. « Hé, monsieur Kraken, vous m'entendez ?» dit une voix. Tu te réveilles et tu frissonnes apeuré. Qui a parlé? Toutes ces histoires au sujet du Hollandais volant sont-elles donc vraies? Est-ce que c'est un fantôme que tu viens d'entendre? Je comprends que vous soyez troublé, monsieur Kraken. Nagez jusqu'à la surface et vous saurez tout. Quelques minutes plus tard, tu sors de l'eau et tu vois un énorme vaisseau volant. Il flotte juste au-dessus de la mer. Mais le plus fantastique, c'est que les gens qui sont à bord n'ont pas peur de toi. Ils te regardent avec curiosité et même avec une certaine sympathie. Tu remarques un homme avec un casque étrange parmi eux. « Salut, c'est moi qui vous parle grâce à cet appareil de télépathie. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par la pensée. » Nous sommes au 24e siècle. Les hommes ont inventé une technologie qui leur permet de communiquer avec les animaux. Ils ont découvert que la plupart des créatures n'ont pas de pensée articulée. Elles ne vivent qu'avec leur instinct. Mais un jour, ils ont détecté une activité cérébrale venant des profondeurs de l'océan. Et ils t'ont découvert. Tu es l'un des êtres les plus intelligents de la planète. Et les hommes veulent communiquer avec toi. Enfin, ta vie solitaire est terminée. Il fait sombre et tu ne peux rien voir. Il y a de la bave partout. Le sol est mou et bouge sous tes pieds. Tu essaies de trouver ton chemin en tâtant les murs en mouvement autour de toi. Après un moment, tu entends des cris de douleur au loin. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Tu es le capitaine d'un navire et tu viens d'être dévoré par le puissant Kraken. Tu continues à culbuter sans même savoir si tu vas dans la bonne direction. Les cris se font de plus en plus forts. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne finisses par retrouver quelqu'un. Alors que tu t'apprêtes à faire ton prochain pas, un gros morceau de bois est projeté devant toi, te faisant presque tomber. Ce morceau de bois provient du navire que le Kraken a avalé. Il a aussi avalé tout l'équipage vivant. Donc, ils doivent se trouver quelque part dans le ventre de la bête. Tu continues à suivre les cris. Ils te mènent vers un autre chemin qui ressemble à un œsophage. Tu attrapes un morceau de bois et tu glisses le long de ses entrailles gluantes. Il fait sombre, alors tu déchires un morceau de tissu de ta chemise et l'enroules autour d'une grande planche. Puis, tu y mets le feu. Cette torche de fortune te permet de voir où tu vas dans les moindres détails. Tu peux distinguer les grandes veines qui palpitent à l'intérieur. Chaque veine pourrait contenir plus de 3 personnes. Après un moment, tu commences à voir davantage de débris de ton bateau, y compris les trésors que tu avais découverts et conservés à fond de cale. Mais maintenant, ces énormes tas d'or n'ont plus aucun intérêt, puisque tu es à la recherche de ton équipage dans cet intérieur sombre et malodorant. Tu arrives à un embranchement où il semble y avoir plusieurs tunnels, chacun menant à un endroit différent.
Tu sais qu'il est impossible de ressortir par la bouche. Alors il n'y a pas d'autre solution que de s'enfoncer plus loin. Tu décides de suivre ton instinct et de te glisser dans le plus petit tunnel, qui est couvert de bave et d'autres liquides. Tu éteins ta torche et la ranges pour t'en servir à nouveau plus tard. Tu te glisses dans la cavité et restes coincé pendant un moment. Le kraken nage toujours, mais il semble soudain faire une pause. Les veines et autres vaisseaux sanguins géants ralentissent et le tunnel de chair dans lequel tu rampes s'élargit. Avant même de t'en rendre compte, tu dégringoles le long de ce puits jusqu'à ce que tu atteignes un bassin rempli de liquide. À la seconde où tu y plonges, tu commences à sentir l'acide brûler tes vêtements. Tu es dans l'un des estomacs du kraken. Tu enlèves ta chemise et pagaies sur une planche afin de traverser ce lac d'acide à la rame. Tu peux voir d'autres morceaux brisés de ton navire éparpillés un peu partout. Tout à coup, le kraken se remet en mouvement et commence à nager très vite. Tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher à la planche et de te maintenir à flot en protégeant tes yeux de l'acide. Tu les fermes. Tu es maintenant projeté plus loin dans l'estomac, là où la digestion doit avoir lieu. Ici, l'acide est encore plus corrosif et fait fondre tout ce qui s'y trouve. L'odeur est atroce et tu n'arrives pas à trouver le moyen de partir. Mais au loin, tu vois certains membres de ton équipage échouer sur une petite île au beau milieu de l'estomac. Tu vois quelques requins qui nagent autour et qui n'ont pas encore été digérés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le moment, à part te frayer un passage et parvenir jusqu'à ton équipage. Tu montes sur un autre morceau de bois et tu rames vers eux. Cette fois, l'acide gastrique s'attaque au bois. Heureusement, un membre de ton équipage te lance une autre planche, alors tu sautes dessus et rames jusqu'à eux. Tu grimpes sur le rivage. Tout le monde est heureux de te voir. Tu essaies de trouver un moyen de vous échapper, mais les sorties sont toutes pleines d'acide. Davantage d'eau s'infiltre, ainsi que de nombreuses créatures marines. L'acide ne cesse de monter, et tout le monde se resserre en tremblant. À un moment donné, le kraken avale une grande baleine à bosse qui se débat dans l'eau acide. Cela agace le kraken qui se met à s'agiter, ballottant tout le monde. Toi, ainsi que beaucoup d'autres, atterrissez sur la baleine et vous y cramponnez fermement. On dirait que le kraken veut expulser cette baleine d'une manière ou d'une autre. Les parois internes de l'estomac se contractent jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rétréci pour évacuer le cétacé. Toi et tes membres d'équipage vous accrochez toujours à la baleine, mais ce n'est pas facile. Finalement, le kraken recrache la baleine et nage jusqu'au fond de l'océan. Votre nouveau défi est de nager jusqu'à la surface pour respirer. La baleine vous pousse, toi et tous les autres, vers le haut. Sans elle, personne n'aurait réussi à remonter à la surface pour respirer à temps. Tu ne sais pas où vous vous trouvez. Certains de tes coéquipiers s'accrochent à des débris de ton navire pour rester à flot. Tu nages jusqu'à l'un d'eux et grimpes sur le bout de bois. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a rien en vue. L'équipage a faim et a froid. Et le pire, c'est l'heure où les requins chassent leur dîner. Tout le monde grimpe sur ses planches pour rester hors de l'eau. En un rien de temps, des ailerons de requins commencent à surgir de toutes parts. Il n'y a rien à faire à part tenter de survivre à la nuit. Le jour suivant arrive. Personne n'a réussi à dormir. Tout le monde décide de fixer toutes les planches ensemble et de ramer en direction du soleil. Pendant que chacun débat de la marche à suivre, tout l'équipage attend ton dernier mot. Le soleil est brûlant et tout le monde est à bout de force. Il n'y a pas d'eau fraîche à boire non plus. Personne n'a les moyens de pêcher afin de vous nourrir. Et la menace des requins et du kraken plane toujours sur vous. L'un des membres de ton équipage aperçoit quelque chose au loin qui semble être une île. Tout le monde se réjouit, se serre dans les bras et pagaie dans sa direction. Après quelques heures, tu arrives sur l'île et plonges tes mains dans le sable chaud. Certains courent partout, tandis que d'autres embrassent la terre ferme et les palmiers. Mais pour une raison ou pour une autre, il semble que quelque chose cloche. Des oiseaux volent autour de vous. Ils ne semblent pas vous craindre. Tout le monde se dirige vers le centre de l'île pour découvrir si quelqu'un l'habite. Un petit feu de camp se trouve au beau milieu, mais il n'y a aucun autre signe de vie aux alentours. Cette île est trop petite pour avoir des résidents. Il ne semble y avoir aucun signe que quelqu'un l'ait jamais visitée, à part ce feu de camp. Au bout d'un moment, l'île commence à bouger. Tout le monde grimpe sur un arbre et l'eau recouvre entièrement l'île. Au loin, tu vois une grande silhouette émerger de l'eau et se tourner vers toi. C'est une tortue de mer géante. Pendant tout ce temps, vous vous trouviez sur le dos d'une tortue gigantesque. Elle se déplace gracieusement dans les flots et s'arrête après quelques heures.
Les membres de l'équipage construisent des cabanes et allument un feu pour faire cuire un peu de nourriture et dormir confortablement. Tu admires au loin le ciel nocturne et les étoiles qui emplissent l'horizon. Tu grimpes sur l'arbre le plus haut pour trouver un peu de calme et de repos. Au loin, tu aperçois le kraken qui nage et se rapproche de la tortue. Mais comparé à elle, il n'a la taille que d'une chaussure. Le lendemain, tu te promènes et explores le reste de l'île Tortue. Des créatures uniques que tu n'as jamais vues auparavant vivent ici. Des oiseaux parmi les plus exotiques volent dans tous les sens et les animaux ne semblent même pas avoir peur de vous. Tu atteins le sommet de la montagne, couverte d'arbres et de lianes, pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'île. Le panorama tout entier s'offre à toi et tu découvres qu'il y a un énorme trou dans le sol juste en dessous. Tu aperçois ce qui semble être des outils d'excavation laissés par d'autres explorateurs. Tu rassembles ton équipage et te précipites vers le trou. Vous devez vous frayer un chemin à travers les lianes et escalader un terrain difficile pour y parvenir. La question principale est: où mène ce trou si la base de cette île est une carapace de tortue géante? Vous arpentez le site et voyez de nombreux outils et des plans abandonnés. Tu te saisis d'une carte et vois une marque en forme de X qui indique un trésor dépassant toute imagination. Tu rassembles tes équipiers. Tout le monde ramasse une partie de l'équipement. Une autre question effrayante est de savoir pourquoi ils ont abandonné tout ce matériel. Tu étudies les plans. Ils indiquent toutes les étapes à suivre, sauf la dernière, que personne ne semble avoir compris. Après un moment, vous descendez dans le trou et vous dirigez vers le fond. Mais ce que vous découvrez là est encore plus choquant que tout ce à quoi vous vous attendiez.